donc le filtrage, sa définition, ainsi que qu'il y avait plusieurs types de filtrage. Donc on en a vu le filtrage statique, ou bien ce qu'on appelle le filtrage sans mémoire. Donc son principe, c'est quoi? Son principe, c'est de se baser sur des informations statiques qui sont connues a priori. Et donc, il va faire le filtrage sur la base des données qu'il connaît a priori, donc qui sont connues à l'avance. Et ça lui permettra effectivement de faire ce filtrage. Et donc, principalement, il connaît des adresses sources, des adresses destination, il connaît des protocoles qui sont utilisés, il connaît les ports de communication qui sont utilisés. Et donc, sur la base de ces informations, on peut établir les règles. Et chaque règle, on va définir à l'intérieur. C'est ce qu'on a vu à titre d'exemple avec NetFilter en utilisant iptable pour permettre de définir chaque règle qui utilise l'adresse IP source, l'adresse IP destination, le port source, le port destination et ainsi que le protocole. Donc, pour décider est-ce que le flux peut passer ou bien le flux ne peut pas passer. Par contre, il y a des situations qui font que on ne peut pas connaître a priori toutes ces informations. Particulièrement, vous savez que lorsque vous avez étudié le protocole TCP/IP, donc il y a effectivement plusieurs protocoles. Chaque protocole, il a un port de communication connu, par exemple, de réception des requêtes. L'exemple typique que je suppose vous connaissez assez, c'est le protocole HTTP qui permet de recevoir les requêtes au niveau du port 80, mais les réponses, il ne va pas les rendre sur le port 80, c'est un autre port. Et donc, ça lui permettra de se fixer des ports. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous savez que les ports de communication, il y a un nombre suffisant, c'est un registre, donc les valeurs des ports, c'est plus de 65 000 ports qui existent. Donc, il y a certains qui sont déjà affectés pour des protocoles particuliers et d'autres ports qui sont laissés libres. Et donc, ces ports-là, ils vont être justement utilisés au besoin. L'exemple typique, c'est le serveur web. Donc, sur le serveur web, il reçoit ses requêtes sur le port 80, mais par la suite, pour pouvoir dialoguer, parce qu'un serveur, donc, il peut être connecté par plusieurs clients, et donc, chaque client, automatiquement, il va lui fournir sa bonne réponse. Et donc là, pour que les choses se passent d'une manière assez vite et rapide, donc l'idée, c'est quoi? C'est d'affecter un port de sortie pour chaque client qui est connecté. Et donc, à chaque fois qu'il y a une requête, elle est traitée par le serveur. Et juste après, quand il y a la réponse, eh bien, elle sera orientée vers le port de communication de ce client. Et donc, ce port de communication de ce client ne peut pas être connu a priori. Donc, il sera connu quand? Il sera connu quand le client se connecte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera connu quand on va ouvrir une session, justement, pour ce client. Or, l'ouverture et la fermeture des sessions, c'est quelque chose qui est dynamique. Et pour ce faire, donc, automatiquement, le filtrage, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? C'est que au départ, quand il reçoit une requête, donc il va garder cette requête, donc et il va permettre effectivement de voir si ce client a le droit justement de se connecter. Donc s'il a le droit, automatiquement il va lui créer une session. Donc cette session-là, on va garder trace de toutes les informations de cette session. Et par la suite, tous les paquets qui font partie de cette session vont pouvoir justement passer par le filtrage grâce à l'ouverture de cette session. Et bien entendu, dès que la session est fermée, automatiquement, les paquets qui sont liés à cette session, automatiquement ne pourront plus passer. Pourquoi? Parce que la session, elle est fermée. Un exemple typique, si vous voulez vérifier cela, essayez de vous connecter par exemple à votre serveur de messagerie. Et donc, vous pouvez naviguer à l'intérieur de votre serveur de messagerie et
voir tous les aspects. Par exemple, je vois ma boîte de réception, je vois la boîte d'envoi, je vois les spams, etc. Et donc, je peux naviguer au niveau de mon serveur de messagerie. Donc, essayez cette manip, c'est très simple. Vous vous connectez à votre serveur. Donc, vous avez les flèches de navigation qui existent au niveau de aller à l'avant, aller à l'arrière, etc. Mais essayez juste après de fermer votre session. Vous allez voir que si vous essayez, par exemple, de faire flèche arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire je veux revenir à la page précédente. Ben, automatiquement, vous allez avoir une réponse qui est négative. Pourquoi? Parce que la session, elle a été fermée. Et donc, du coup, vous ne pourrez plus justement retrouver les informations, même s'il s'agit de votre serveur messagerie. Ça veut dire que la session, elle a été fermée et donc automatiquement, on ne laisse plus passer le flux. Et donc, ça, ce qui explique un peu ce filtrage qui est dynamique et qui est essentiellement lié à des sessions qui sont ouvertes d'une manière dynamique. Et donc, quand elles sont ouvertes, automatiquement, ça permettra de laisser le flux passer. Une fois qu'elles sont fermées, automatiquement, le flux ne pourra plus passer. Donc, parmi ce qu'on appelle les sessions, ça c'est un peu particulièrement ce qu'on appelle le mode connecté. Et donc, dans le mode connecté, il y a l'ouverture de session et de fermeture de session. Et donc, ces informations-là, normalement, vous avez déjà vu ces informations quand vous avez étudié TCP/IP. Alors, ce filtrage dynamique, ce qu'on appelle en général par rapport au filtrage statique, donc le filtrage statique, on l'appelle le stateless, ça veut dire que c'est un filtrage sans état. Par contre, le filtrage dynamique, il s'appelle le stateful. Donc, c'est un filtrage à mémoire, ça veut dire qu'il va garder trace de toutes les sessions qui sont ouvertes. Et par la suite, les règles, il va créer ces règles dynamiquement, ça veut dire dès qu'il ouvre une session, donc il prend connaissance de cette session, il prend connaissance du port de communication qui a été utilisé. Donc là, la règle est établie et donc en général, il a une table qui permet justement de surveiller toutes les sessions qui sont ouvertes et les sessions qui sont fermées au niveau de ce firewall. Effectivement, les tables sont maintenues au niveau du firewall, c'est-à-dire que le firewall lui-même va créer cette table, et cette table, à chaque fois qu'il y a une nouvelle session qui est créée, il va y créer une entrée au niveau de cette table, et ça permettra de définir cette session. Et en général, au niveau de cette session, ce qui se passe, c'est que en général, il y a le premier paquet qui va envoyer la requête d'ouverture de session. Donc, un paquet qui permet d'envoyer la requête avec le flag sign qui est égal à 1. Et donc, en général, par la suite, s'il a le droit d'ouvrir une session automatiquement, ce paquet, il est mis au niveau au niveau de cette table. Donc, cette table, elle permet d'avoir toutes les informations liées à cette session, c'est-à-dire quel est l'expéditeur, quel est le destinataire, quel est le protocole utilisé, quel est le port de communication dont il a droit. Donc, le port de communication du destinataire du client, il est connu en général, il est fixe. Par contre, celui des clients n'est pas connu, donc il est dynamique. Donc, automatiquement, par rapport aux ports qui sont libres, automatiquement, on va lui affecter un port de communication. Et donc, ce port de communication qui va faire partie de cette table et donc qui nous donne la règle de filtrage qui sera utilisée par la suite à tous les paquets. Alors, naturellement, tous les paquets, en général, ça, vous avez vu ça aussi au niveau du TCP/IP, chaque paquet, il va avoir un numéro de séquence. Donc, ce numéro de séquence, ce qui permet de vérifier à chaque fois que le numéro de séquence, c'est quelque chose qui est supérieur par rapport à l'ouverture de session, donc qui fait partie de cette session. Et dès que la session est fermée, automatiquement, la règle est supprimée de la table
Et donc, automatiquement, quand il y a un nouveau paquet par rapport à une session, on va voir est-ce que la session est ouverte, c'est-à-dire qu'elle est valide au niveau de la table. Si ce n'est pas le cas, automatiquement, le paquet sera refusé. Et donc, ça, c'est ce qui est fait au niveau de l'ouverture de session. Donc, c'est ce que j'avais dit. On conserve les paquets avec le seul flag SYN qui est présent. Et donc, on applique les règles précédemment établies. Donc, chaque ouverture de session, donc ce qui se passe, c'est la table, elle est mise à jour. Avec l'ouverture, c'est l'ajout d'une entrée au niveau de la table. Si c'est la fermeture, automatiquement, on supprime l'entrée qui est liée à cette session. Et bien entendu, quand il y a, ça c'est par rapport aux paquets qui permettent d'ouvrir et de fermer les sessions. Par la suite, pour les autres paquets, on va voir toujours est-ce que le paquet est lié à une session qui existe. Parce que ce paquet, il est lié à une session qui existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une session qui est déjà ouverte. Cette session, elle met en commun le destinataire et l'expéditeur. Donc, on va voir que ces informations figurent bel et bien dans une entrée de cette table. Et bien entendu, pour vérifier aussi que ce paquet fait partie de cette session, vous avez un numéro de séquence qui est utilisé. En général, le numéro de séquence est toujours supérieur par rapport au premier paquet qui a ouvert cette session. Et donc là, ce qui permettra par la suite de décider d'accepter ou de ne pas accepter le paquet qui est soit lié à une session qui existe, donc on peut le laisser passer, soit que la session n'existe pas automatiquement, il sera rejeté. Alors, ça c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure, ça veut dire qu'une fois que la connexion est autorisée, donc le firewall, il va enregistrer ça au niveau de sa table. Et donc là, à ce moment-là, il connaît tous les éléments, donc y compris l'adresse source, l'adresse destination, le port source, le port destination, ainsi que le numéro de séquence. Donc tous ces éléments-là sont connus une fois que la session est autorisée. Et donc ces informations-là qui sont enregistrées au niveau de cette table de session, et ce qui permettra par la suite de filtrer les paquets en fonction des entrées qui existent au niveau de la table. Alors par contre, il y a on avait dit qu'il y avait un autre type de filtrage, ce qu'on appelle le proxy. Et donc ce filtrage-là, en général, il agit au niveau de la couche application. Et donc ça permet de filtrer le flux en fonction de l'application concernée. Et autre, je dirais, intérêt de ce filtrage, souvent quand on utilise filtrage proxy, ça veut dire que vous avez un proxy qui existe et son but c'est quoi? Ça permettra de cacher un peu les adresses au niveau interne. Pourquoi? Parce que quand vous avez un réseau local, donc ce réseau local en général il n'interagit pas directement avec Internet. Souvent il interagit à Internet via un proxy. Donc ce proxy là, il va faire office de filtrage applicatif. Donc à chaque fois qu'il y a des requêtes, donc lui, ça lui permettra de masquer un peu l'adresse je dirais, de la machine locale, et donc il va envoyer la requête avec, je dirais, son adresse via Internet, et quand il reçoit cette requête, la réponse de cette requête, automatiquement, il va la véhiculer parce que lui, il connaît l'adresse de la machine locale qui a émis cette requête. Et donc ça, c'est parmi les intérêts, ça permettra de cacher un peu je dirais, l'adresse locale. Il y a un autre intérêt aussi, c'est quoi? C'est que au lieu d'avoir une adresse Internet pour chaque machine, on ne va pas avoir une adresse Internet pour chaque machine, on va avoir juste une adresse Internet pour le proxy. Et donc ça, c'est ce qui permet de, je dirais, de répondre aux besoins et au manque qui existe au niveau des adresses IP. Donc, au lieu d'affecter des adresses à chaque, je dirais, réseau machine hôte qui est en réseau local, on affecte uniquement une seule, et ça permettra aussi de mieux filtrer tout le flux Internet vers le réseau local. Donc, c'est ce serveur proxy qui existe, et c'est ce qui est utilisé dans beaucoup de réseaux locaux. Donc,
ce réseau local donc qui utilise le proxy. Donc l'idée, donc on se situe à un niveau plus loin, ça vous permettra effectivement de je dirais de satisfaire je dirais une politique de sécurité pour dire que quand on avait présenté les choses pour une entreprise, vous pouvez décider à un moment donné que des clients, c'est-à-dire que des travailleurs ne peuvent pas, je dirais, naviguer sur Internet. Et donc là, à ce niveau-là, au niveau du proxy, vous pouvez préciser toutes les adresses des clients qui ne peuvent pas naviguer sur Internet, c'est-à-dire sur le protocole HTTP. Et comme vous pouvez les laisser naviguer en refusant certains sites pour lesquels ils ne peuvent pas naviguer. Et donc là, c'est je dirais, ce proxy, il a la possibilité d'être configuré et donc vous pouvez spécifier exactement la navigation sur Internet et quels sont les utilisateurs ou les machines qui peuvent le faire et celles qui ne peuvent pas le faire. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est, en général, c'est d'appliquer une politique de sécurité. Donc, cette politique de sécurité, vous allez créer des groupes d'utilisateurs, donc sous des noms qui sont symboliques, qui sont donnés à ces clients. Et donc, ça vous permettra de décider, par exemple, pour un ensemble de machines ou de clients de votre entreprise qu'ils peuvent, par exemple, accéder à Internet. Et donc, tout l'ensemble d'adresses réseau qui peuvent constituer un segment réseau. Donc, vous pouvez l'éliminer comme vous pouvez l'autoriser automatiquement, comme nous allons le voir par la suite dans ces exemples suivants. Alors, dans Unix, vous avez le proxy, le serveur proxy SQID, donc qui comporte ce service dont le script se trouve dans etc/SQID. Donc, dans sa configuration, vous avez un fichier de configuration qui est sqid.conf. Ça vous permettra de spécifier le numéro de port sur lequel le serveur écoute. Donc, si vous avez un serveur, donc il y a l'écoute en général, c'est 80-80, ça c'est la valeur historique. Donc, dans Unix, elle a été changée par 31-28. Ensuite, vous pouvez spécifier le répertoire où le cache se trouve, c'est-à-dire qu'en général, quand on fait de la navigation, il faut savoir qu'on peut toujours préserver et sauvegarder l'historique qui existe. Donc, ça, c'est un répertoire dans lequel sont mises ces données de navigation. Bien entendu, comme c'est un répertoire, il a une taille. En général, la taille par défaut, c'est 100 mégaoctets. Vous pouvez avoir aussi des répertoires de niveau 1 et comme vous pouvez avoir des répertoires de niveau 2 pour la navigation donc, qui est utilisée. Et dans le nom de serveur, c'est le nom du proxy qui va apparaître donc, dans les journaux d'activité, puisqu'on a la possibilité d'avoir l'observateur d'événements qui permet d'enregistrer toute l'activité, donc y compris l'activité de ce serveur proxy. Donc, dans ce serveur proxy, on peut définir la liste de contrôle d'accès, donc dans ce SQID-conf. Et l'exemple suivant vous donne une idée sur comment les choses se passent. Donc, vous pouvez autoriser, comme vous pouvez ne pas autoriser l'accès via ce serveur proxy. Alors, je peux définir, par exemple, cette ACL qui permet de dire ACL all pour dire tout le monde, pour la source. Et je peux dire aussi que c'est pour tout le monde. Donc ça, c'est un peu l'esprit qu'on avait dit concernant la politique de sécurité. Donc, je peux définir le tout. Ensuite, je commence à raffiner par partie. Alors ici, je peux dire ACL réseau local. Donc, j'ai défini une partie de mon réseau. Voici l'adresse source de mon réseau. C'est quoi? Ce sont toutes ces adresses qui vont de 192.168.1.0 jusqu'à 4.
Je peux définir aussi, par exemple, une liste, une ACL de serveurs interdits. Donc, les serveurs interdits, c'est quoi? J'ai l'adresse destination, et donc ça va être tous ces serveurs dont les adresses figurent ici. Par la suite, ce que je peux faire, donc HTTP access DNS, donc là, pour dire, je vais refuser l'accès à tous ces serveurs qui sont interdits. Donc, je les ai déjà définis, ces serveurs interdits, et ça me permettra d'utiliser ce nom symbolique qui me permet de regrouper l'ensemble de ces adresses destination qui sont utilisées. Comme je peux définir le truc inverse pour HTTP access, donc pour autoriser, donc je mets l'autorisation hello. Pourquoi? Pour c'est le réseau local pour lui dire que tout est possible. Et bien entendu, rappelez-vous, quand on a parlé du principe de la sécurité, ça veut dire c'est j'ai les règles de sécurité, les voilà, donc qui permet de dire celui-là c'est interdit, celui-là c'est autorisé. Si par contre j'ai une autre adresse qui ne figure ni dans celui-ci ni dans celui-là, on avait dit qu'il y avait une règle automatiquement de refus implicite. Et donc le voilà, le refus implicite. Donc HTTP access deny all. Et donc là, le all, je l'avais défini ici. C'est pour toutes les, je dirais, les autres, je dirais, politiques. Donc dans les adresses sources, c'est toutes les autres. Comme j'ai filtré ici, donc ce qui n'existe pas ici sera défini par cette règle-là qui permet d'éliminer tout le reste. Alors ça, c'était pour expliquer un peu les firewalls. Et donc, on avait à retenir 3 types de firewalls. Donc, le principe, c'est toujours le même. Donc, c'est d'avoir des règles de filtrage qui permettent de dire est-ce que le flux peut passer ou pas. Et que ce soit le filtrage, je dirais, statique, le filtrage dynamique ou le filtrage proxy. Donc, tous les filtrages, c'est le même but, c'est de laisser passer ou ne pas laisser passer un flux. Sauf la différence, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de ces firewalls qui différencient l'un de l'autre. Alors, sauf que tous ces firewalls, ils ont, je dirais, des limites. Les limites, c'est quoi? C'est que le firewall ne peut pas protéger les réseaux des attaques qui ne passent pas par le firewall. Par exemple, tu places un firewall dans un réseau, et s'il y a un utilisateur à l'intérieur de ton réseau local qui va placer, par exemple, une carte réseau sans fil, ou bien il va connecter son téléphone au niveau de sa machine, etc., donc tout le flux ne va pas passer par le firewall. Et du coup, si le flux ne passe pas par le firewall ne pourra jamais s'en rendre compte de ce flux-là. Ça, c'est pour reprendre un peu l'exemple qu'on avait présenté dès le départ, c'était celui de l'université. Donc, vous avez des portes d'accès de l'université. Donc, si quelqu'un va, ce qu'on appelle en général dans les écoles, quelqu'un il va faire le mur, ça veut dire il va sauter par le mur qui se trouve entre deux portes d'accès. Ben, en général, s'il essaye de passer par là et qu'il n'y a pas suffisamment de vigilance des agents, ils ne pourront jamais s'en apercevoir que cette personne est passée via le mur. Et donc, automatiquement, il ne peut pas être contrôlé. C'est typiquement la même chose pour le firewall, un flux qui ne passe pas par le firewall, donc il ne pourra pas jamais s'en rendre compte. La même chose aussi, vous avez un firewall avec un réseau local. Imagine qu'un utilisateur du réseau local, qui est malveillant, il peut attaquer le réseau de l'intérieur. Et le firewall ne pourra jamais s'en rendre compte. Donc, même s'il y a une attaque, c'est-à-dire que tu peux avoir des paquets qui font partie d'attaques connues, etc. Le firewall ne pourra pas s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que les paquets ne vont pas transiter par le firewall, puisqu'il s'agit d'un flux qui est interne. Donc, ce flux interne, donc il va pas passer. C'est comme si il y a quelqu'un, par exemple, qui, si je reprends toujours l'université, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur, qui est rentré à l'université, donc il fait partie de l'université, mais
il va procéder, par exemple, à des opérations de sabotage à l'intérieur. Donc, automatiquement, les agents qui sont aux portes d'accès ne peuvent pas s'en rendre compte de cela. Donc, pourquoi? Parce que le flux ne passe pas. Donc, les attaques ne passent pas par le firewall. Et donc, automatiquement, le firewall ne peut pas s'en rendre compte. Ni la même chose si quelqu'un ramène un flash disk, etc., et qu'il y a un virus au niveau de ce flash disk, quand il va le mettre au niveau d'un poste du réseau local, ben, le firewall ne va pas se rendre compte. Pourquoi? Parce que le virus, il va attaquer, par exemple, le lot sur lequel a été connecté le flash disk, et par la suite, il peut même se propager au niveau de tout le réseau local. Donc là aussi, le firewall ne peut pas se rendre compte. Pourquoi? Parce que automatiquement, l'attaque s'est faite alors que cette attaque n'est pas passée par le firewall, donc il n'arrive pas à contrôler cette attaque parce que le flux reste au niveau interne d'un réseau local. Et donc ça, toutes ces limites ont fait que ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas se connecter, se contenter uniquement des firewalls. Donc si je reprends l'exemple de l'université, c'est la même chose. Donc on s'est rendu compte qu'on ne peut pas se contenter uniquement des agents au niveau des portes d'accès de l'université. Donc à un moment donné, pour préserver l'université, on était obligé d'avoir des agents de sécurité qui se trouvent à l'intérieur même de l'université. Pourquoi? Parce que là, si il y a des attaques qui se font à l'intérieur de l'université, les agents sont à l'intérieur de l'université, ils peuvent se rendre compte de ces attaques. C'est un peu ça ce qui se passe, par exemple, même dans les pays, par exemple. Le firewall au niveau d'un pays, c'est quoi? C'est les postes de frontières. Donc, vous avez les postes de frontières qui existent et tout ce qui est extérieur au pays passe obligatoirement par le poste de frontière. Et donc, il peut être contrôlé. Le problème, c'est que quelqu'un, il peut rentrer légalement dans un pays, mais il peut par la suite procéder à des actes de sabotage à l'intérieur du pays. Donc, ce qui a été fait, c'est que pour qu'il n'y ait pas ces actes, dans chaque pays, vous allez trouver le corps de la police et le corps de la gendarmerie qui permet d'être vigilant et de surveiller tout ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc, ce que vous avez le firewall qui sont en général ce qu'on appelle la police aux frontières ou la gendarmerie aux frontières. Mais par la suite, vous avez à l'intérieur d'un pays la gendarmerie et la police qui permettent de vérifier tout ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, c'est typiquement le même modèle qui a été automatiquement en général, tout le flux qui passe par le firewall peut le vérifier automatiquement. Il peut lancer un arrêt de ce flux. Mais là, ce que j'avais dit, ça c'est les limites du firewall, c'est quand vous faites une action qui est interne, et on avait dit toujours que le firewall se trouvait à la périphérie d'un réseau. Il ne se trouve pas à l'intérieur du réseau. En général, il se trouve au niveau périphérique du réseau. Et donc, automatiquement, il ne peut pas s'en rendre compte tout ce qui existe à l'intérieur. C'est comme si vous avez placé, par exemple, la douane et la police aux frontières dans un pays et vous n'avez pas de gendarmerie et de police à l'intérieur d'un pays. Donc, tout ce qui se passe à l'intérieur du pays, vous ne pouvez pas le contrôler. Pourquoi? Parce que votre police et votre douane se trouvent au niveau limite extrême d'un pays. Donc, ce qui passe à l'intérieur, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et donc, c'est typiquement la même chose pour un firewall. Donc, il ne peut pas savoir quel est le flux qui est échangé à l'intérieur, par exemple, d'un réseau local. Donc, il ne pourra pas le savoir. Pourquoi? Parce que lui, il se trouve aux frontières, donc, qui sont entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, il ne sait pas ce qui se passe au niveau interne du
On reprend, donc, il y avait une coupure chez moi d'Internet. Maintenant, ça s'est rétabli. Alors, ce que j'avais dit, si on se contente uniquement du firewall qui se trouve aux limites, aux frontières de notre réseau, automatiquement, il ne pourra jamais savoir ce qui se passe à l'intérieur des réseaux. Donc, c'est pour cette raison qu'on est obligé de définir un nouveau modèle, une nouvelle solution qui puisse être capable de répondre à ce besoin de sécurité aussi bien au niveau des frontières qu'à l'intérieur du réseau lui-même. Et donc, ça, c'est ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle le système IDS. Donc, le système IDS, c'est quoi? C'est un système de détection d'intrusion. Donc, l'idée de système de détection d'intrusion, c'est quoi? C'est d'avoir un système qui est capable de détecter toute activité malveillante. Et donc, cette activité malveillante, elle peut, parce qu'en général, au départ, ce qu'on avait dit concernant une intrusion, c'est quoi? C'est soit c'est un accès illégal, donc à une ressource, soit c'est un abus de privilège d'un utilisateur. Et là, ça veut dire que ça englobe tout, c'est-à-dire vous pouvez avoir une attaque qui vient de l'extérieur, comme tu peux avoir une attaque qui vient de l'intérieur. Donc les deux sont pris en charge par ce système de détection d'intrusion. Et donc, un système de détection d'intrusion, c'est quoi? Ce n'est autre que tous les mécanismes qui sont mis en œuvre et qui permettent justement de détecter ces violations de la politique de sécurité qui est mise en œuvre. Alors, ce système de détection d'intrusion, comment qu'il est mis en œuvre? Donc, à vrai dire, il a trois composants essentiels qui permettent de mettre en œuvre ce système de détection d'intrusion. Le premier, c'est quoi? C'est la collecte d'informations. Donc, lui, il va collecter les informations. Et donc, ces informations qu'il va collecter de différentes sources, comme nous le verrons par la suite. Ensuite, ces informations qui sont récupérées, elles sont analysées. Et donc, ce qui permettra de connaître par la suite est-ce qu'il s'agit d'une attaque ou pas. Et bien entendu, cette analyse, elle permet de conclure est-ce qu'il y a une attaque ou pas. Dans le cas où il y a une attaque, donc c'est de définir quelle est l'action à entreprendre pour l'attaque qui a été reconnue. Alors, au niveau de la collecte, la première partie qui est la collecte d'informations, donc un système de détection d'intrusion va collecter les informations. Alors, il va collecter des informations où ça peut être soit de la machine locale sur laquelle se trouve l'IDS. Donc, principalement, vous avez le journal d'audit ou le journal d'observateur d'événements, donc ce qui permet d'avoir toutes les informations qui se passent au niveau de la machine hôte. Et donc ça, c'est principalement le système d'exploitation de la machine qui permet de nous délivrer ce service donc, et qui nous fournit ces informations. Et ça peut être aussi au niveau du réseau, c'est-à-dire au niveau du flux réseau, ça permettra de collecter les informations qui circulent au niveau du réseau. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on parle d'un IDS basé hôte ou bien d'un IDS basé réseau. Donc l'IDS basé hôte, il se base sur les informations de la machine hôte. L'IDS réseau, il se base sur les informations recueillies au niveau du réseau. En général, dans la pratique, ce qu'on fait, on fait quelque chose qui est mixte entre les deux, c'est-à-dire qu'on collecte des informations aussi bien d'une machine hôte que du réseau. Et donc, on peut avoir une vision globale des attaques qui peuvent survenir au niveau des réseaux ou bien d'une machine spécifique. Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? Une fois qu'on arrive à collecter ces informations à partir de leur source, on va pouvoir analyser ces informations. Et donc, comment se fait justement les analyses? Alors, en général, ce qui existe même au niveau recherche, il y a deux grandes parties
et de grandes méthodes qui sont utilisées. La plus connue, et je dirais celle qui est plus facile à réaliser, c'est ce qu'on appelle la méthode d'analyse basée signature. Donc, ces informations, une fois qu'elles sont collectées, elles sont comparées par rapport à des attaques qui sont déjà connues. Donc, les attaques qui sont connues, vous savez comment les choses vont se faire. Donc, on a une attaque, comment qu'elle se fait. Donc, en général, il y a plusieurs étapes et donc, à la suite d'une succession d'étapes, ça peut mener à une attaque. Ça, c'est un peu la technique qui est utilisée, par exemple, chez la gendarmerie et la police. Comment qu'ils arrivent à détecter des attaques et celui qui a commis l'attaque, c'est quoi? C'est que ils ont des méthodes, donc ils connaissent les méthodes de comment les gens procèdent pour attaquer, par exemple, soit une banque, soit attaquer un site militaire, etc. Donc, ils ont toute la démarche qui permet d'attaquer un site. Et donc, dès qu'ils voient qu'il y a les étapes d'attaque d'un site, automatiquement, ils vont réagir, ce qui permettra de neutraliser l'attaque. C'est typiquement la même chose qui existe au niveau des IDS concernant ce qu'on appelle la méthode basée signature. Et ça, c'est un peu la même chose que vous connaissez tous. Les antivirus fonctionnent selon ce principe. Donc, l'antivirus, comment il fonctionne? C'est qu'il a des événements et chaque virus agit en procédant à une succession d'événements. Donc, dès qu'il voit cette succession d'événements, il sait qu'il s'agit de tel virus et ça permettra de le détecter et de le neutraliser par la suite. La deuxième méthode qui est un peu plus élaborée et un peu plus complexe, je dirais, c'est la méthode qui est basée sur les profils. Alors, les profils, c'est quoi? C'est ce sont qui permettent de déterminer le comportement normal associé à des utilisateurs ou à des applications. Donc, en général, vous avez un comportement qui se fait et que ce soit une application ou que ce soit un utilisateur, en général, il a un comportement, je dirais, qui est plus ou moins défini et c'est ce qui permet effectivement de détecter par la suite le problème s'il y a un problème. Donc, sauf que en général, dans, je dirais, les méthodes basées signature, dès qu'on a une certaine signature, on peut la détecter à 100%. Par contre, au niveau du profil, les choses sont un peu plus complexes. Pourquoi? Parce que le profil, en général, il est difficile à cerner et le profil, en général, il change par le temps. D'ailleurs, c'est très simple. Si vous essayez de regarder un peu votre profil à vous-même quand vous étiez, par exemple, au lycée et à l'université, vous n'avez pas le même comportement. Et donc, ça, c'est un peu la nature de l'être humain qui essaie de s'adapter à chaque fois qu'il change d'environnement, il change de contexte. Donc, son profil change. Et donc, chacun de nous, il essaye de revenir en arrière, 10 ans en arrière, pour voir quel était son comportement et quel est son comportement actuel. Il va voir qu'il y a un décalage et une déviation par rapport à l'ancien comportement. Mais ce comportement permet quand même de détecter un certain nombre d'anomalies. Et je dirais l'exemple le plus simple, le plus connu, c'est souvent c'est la maman au niveau de la maison qui joue le rôle un peu de cette IDS. Donc ça, c'est pour faciliter un peu la compréhension des choses. Alors, en général, la maman, elle connaît, je dirais, un taux élevé des profils de ses enfants. Et c'est pour cette raison, je suppose que vous avez déjà eu une de ces réflexions. Un jour, par exemple, vous allez rentrer en retard à la maison. Automatiquement, dès que vous rentrez, votre maman vous pose la question « Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes venu en retard ?» À votre avis, pourquoi qu'elle pose cette question? Elle pose cette question pour une raison simple, c'est qu'elle a mis déjà et elle a enregistré un profil de votre comportement. Elle sait, par exemple, que tel jour, vous rentrez à la maison à 17h. Et ça, c'est une suite d'événements qui se sont passés. Et donc, elle a enregistré ça. Ça lui permettra
d'avoir votre comportement pour dire, par exemple, le jeudi, vous rentrez à midi, mercredi, vous rentrez à 17h, etc. Dès que vous changez un peu de comportement, donc automatiquement, vous avez la réflexion de sa part. Pourquoi? Parce que par rapport à ton profil qui est enregistré chez elle, il y a une déviation par rapport à ce profil. Et donc, c'est pour ça qu'elle vous pose, d'ailleurs, elle peut même vous poser d'autres, par exemple, remarques du style, parce que le profil, c'est pas uniquement l'heure d'entrée, l'heure de la sortie. Le profil, ça peut être même, je dirais, les traits de visage d'un individu. Certainement que vous avez reçu déjà une de ces remarques en disant, dès que vous rentrez à la maison, elle vous dit aujourd'hui vous n'êtes pas bien, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez vous demander, elle n'était pas avec vous. Donc comment se fait-il qu'elle fait cette réflexion? Elle le voit sur les traits de visage. Donc sur les traits de visage, elle voit que soit son fils ou sa fille qui est énervé ou bien qui est mélancolique parce qu'il a un souci quelque part. Et donc, ce profil qui est déjà enregistré, donc automatiquement, on va faire l'analyse sur la base du profil enregistré, et on fait la comparaison et ça permettra de voir est-ce qu'il y a une similitude par rapport au profil qui est déjà enregistré, par rapport au profil actuel. Et donc, s'il y a une déviation, automatiquement, on soupçonne qu'il y a effectivement une intrusion. Et en dernier lieu, la troisième étape, ça consiste à faire quoi? Une fois qu'on a collecté les informations, on les a analysées, on peut donner une réponse, je dirais, aux intrusions qui sont détectées. Alors, principalement, il y a deux types, je dirais, de réponses qui peuvent avoir lieu. Donc, ce qu'on appelle les réponses actives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous détectez une intrusion, vous essayez de répondre à cette intrusion et vous allez par la suite essayer de traquer un peu l'intrus et essayer de revoir votre réseau, votre architecture, d'essayer d'isoler le système qui a été attaqué et de modifier les paramètres qui ont permis effectivement d'avoir cette intrusion. Et bien entendu, il va falloir surveiller le système attaqué. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une attaque et ensuite on peut avoir une succession d'attaques qui vient après. Donc on est obligé de faire une surveillance du système attaqué pour bien entendu récupérer toutes les informations et de voir qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à cette attaque, quelles sont les données qui ont été modifiées pour voir l'intrusion, la finalité de l'intrusion, et ce qui permettra de voir la trace pour savoir quel est l'auteur de cette attaque qui a eu lieu. Il y a d'autres types de réponses qu'on appelle les réponses passives. Les réponses passives, c'est quoi? C'est de présenter les informations qui ont mené à cette attaque. Et il y a automatiquement une alerte qui est envoyée en général par SMS à l'administrateur qui, lui, en général, est responsable de la bonne marche du réseau. Et donc, il est obligé de prendre les mesures nécessaires qui ont été déjà définies par la politique de sécurité. Et donc, en résumé, on peut classer les IDS selon leur fonctionnement, selon leur méthode utilisée, etc. Et donc, la classification des IDS, vous pouvez classer l'IDS selon l'approche, c'est-à-dire est-ce qu'elle est comportementale ou bien par signature, c'est-à-dire par scénario. Vous pouvez avoir aussi le comportement après l'attaque. Est-ce que c'est un IDS passif ou bien un IDS qui est actif? Vous pouvez le classer aussi par rapport aux sources d'informations qu'il collecte. Donc, est-ce qu'il va collecter ça par rapport à des paquets au réseau? Est-ce qu'il va collecter ça par rapport à des applications ou bien par rapport au système qui est utilisé? Et vous pouvez aussi, un paramètre qui est important aussi, c'est la fréquence d'utilisation de l'IDS. Est-ce que l'IDS, il va faire ce qu'on appelle une surveillance qui est en temps réel, ou bien il va faire une surveillance qui est périodique. Donc la périodique, c'est quoi? Ça veut dire que l'IDS, il est déclenché périodiquement. En chaque période, il est déclenché.
quel est l'avantage et l'inconvénient. Donc, périodiquement, l'avantage, c'est quoi? C'est que il va pas gêner le fonctionnement normal de la machine. Par contre, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que si une attaque surgit entre les deux intervalles, c'est-à-dire dans l'intervalle de la période, l'IDS ne peut pas le savoir. Il pourra le savoir après, justement, être déclenché. Et donc ça, c'est ce qui est mauvais concernant les attaques. Par contre, si la surveillance, elle est continue, et donc ça se fait en temps réel, là, l'intérêt, c'est quoi? C'est que dès qu'il y a une attaque, l'IDS peut s'en rendre compte. Mais là, pour que l'IDS soit capable de détecter, je dirais, ces attaques, il faudrait qu'il soit actif au niveau de la mémoire pendant tout le fonctionnement de la machine. Et donc ça, c'est quelque chose qui va alourdir le fonctionnement de la machine. Pourquoi? Parce que l'IDS doit être résident au niveau de la mémoire. Et donc, s'il est résident, automatiquement, il va occuper de la mémoire. Et ça, c'est ce qui va gêner énormément les applications. Et ça, par exemple, cet exemple, vous pouvez le voir à travers, par exemple, Kaspersky. Si vous l'installez chez vous, automatiquement, quand Kaspersky fonctionne en temps réel, si vous n'avez pas suffisamment une machine qui a suffisamment d'espace mémoire, automatiquement, vous allez voir que votre machine est sérieusement alourdie. Vous allez voir que quand vous lancez une application quelconque, elle va mettre plus de temps pour être chargée au niveau de la mémoire, elle va mettre plus de temps pour pouvoir fonctionner normalement, etc. Et donc ça, c'est les éléments, je dirais, ou l'inconvénient du l'IDS quand il est en temps réel. Et donc, moralité, l'IDS en temps réel, si vous voulez qu'il fonctionne, il faudrait avoir une machine qui est assez robuste, principalement point de vue mémoire et point de vue, je dirais, et point de vue performance de sa CPU. Alors voici un exemple d'un IDS qui a été développé. Donc, ça a été fait dans notre labo de recherche, donc dans mon équipe de recherche exactement. C'est aux alentours de 2004 qui a été publié par la suite. Vous pouvez même le trouver sur Internet. Donc, c'est ce qu'on appelle un IDS embarqué. Donc, en 2004, on a pu développer un IDS sur un Pocket PC. Un Pocket PC, c'est un peu ce qui existe maintenant, ce que vous connaissez, c'est un peu la même chose qui a été faite avec les smartphones. C'est-à-dire que vous avez une machine qui est capable d'utiliser le téléphone, d'utiliser différents types d'applications, etc. Et le tout est intégré sur la même machine. Donc ça, c'est ce qu'on appelait dans le temps le Pocket PC. C'est-à-dire que vous avez un PC au niveau de la poche. C'est un peu typiquement ce que vous avez maintenant avec vos smartphones. Vous avez des petits PC que vous avez dans la poche et qui vous permettent de lancer un ensemble d'applications et de pouvoir l'utiliser comme moyen de communication. Donc, dans cet IDS, on a pu développer, je dirais, ce système. Et donc, ce système, on l'a intégré dans Pocket PC avec plusieurs modules. Donc, la conception, elle a été modulaire. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est, rappelez-vous, on avait dit qu'une intrusion, c'est quoi? Ça peut être un accès illégal à des ressources. Parmi les ressources qui sont utilisées dans votre smartphone ou Pocket PC, vous avez des fichiers qui sont sensibles et que vous voulez protéger. Donc là, on a effectivement mis au point un module qui est l'accès aux fichiers qui sont sensibles, bien entendu avec un contrôle d'intégrité. Vous allez me dire pourquoi le contrôle d'intégrité? Contrôle d'intégrité, pourquoi? Parce que ces fichiers-là, donc ce qu'on fait, on va leur calculer le hash au départ et qui sont mis en œuvre, donc stockés quelque part. Et à chaque fois qu'il y a un accès à des fichiers d'une manière illégale, on peut vérifier est-ce que le fichier a été altéré ou pas. Pourquoi? Parce qu'on va recalculer son haché et on vérifie par rapport à l'ancien haché. Et donc, s'il n'y a pas égalité, ça veut dire que le fichier a été altéré. Donc ça, c'est pour le premier module.
Pour le deuxième module, on a essayé de mettre ce qu'on appelle un moniteur de comportement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va essayer de faire de la détection par comportement. Pourquoi qu'on fait la détection par comportement? Parce que un Pocket PC ou bien un smartphone, il est personnel. Ça veut dire que la personne, elle a des habitudes, elle a des actions qu'elle fait régulièrement, etc. Donc, notre système va collecter ces informations pour avoir le comportement de l'utilisateur. Et par la suite, quand il y a une déviation par rapport à ce comportement, donc on va soupçonner qu'il y a une attaque au niveau de cette machine. Et donc ça, c'est par rapport à notre hôte. Et donc, notre système, il est basé hôte, il est basé aussi réseau. Ça veut dire que on détecte tout ce qu'il y a à l'intérieur du Pocket PC, comme on peut détecter tout ce qui provient du réseau. Donc, au niveau du réseau, ce qui a été fait pour se protéger, il y a eu un chiffrement, donc cryptage et décryptage de la transmission. Donc, tout ce qui est fourni doit être fait sur la base de chiffrement. Et on a aussi ce qu'on appelle le filtrage de paquets. Donc, on filtre les paquets, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a la liste des sites qui sont interdits, etc., et des ports qui sont interdits, automatiquement, on va faire un filtrage de paquets et on va faire aussi la surveillance des ports. Pourquoi la surveillance des ports? Parce que vous savez qu'à chaque fois que vous installez une application, cette application, elle va utiliser un port de communication. Donc, si vous faites une installation normale, ça vous permettra de récupérer son port et donc de la rajouter au niveau des ports de communication qui sont autorisés. Par contre, s'il y a un processus qui essaie d'accéder à un port et qui ne figure pas dans cette liste, ça veut dire que c'est un port qui n'est pas autorisé, donc il s'agit d'une attaque. Et donc, sur cette base-là, ça nous a permis effectivement de développer cet IDS et qui permet de préserver et de supporter effectivement notre système IDS. Donc, voici le contrôle d'intégrité, donc ce qui a été fait. Donc, ce qu'on a, on a les fonctions de hachage qui sont utilisées et qui permettent de préserver les fichiers sensibles. On a aussi la base de signature des virus. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une détection basée, je dirais, basée signature et basée comportementale. Donc, ce qui est basé signature, c'est la base de données de virus qui est mise à jour au fur et à mesure. Et donc, à chaque fois, cette base de virus, de signature de virus, donc elle est utilisée pour détecter est-ce que nos fichiers sont attaqués par ces virus ou pas. Et de la même manière, vous avez au niveau de vos fichiers qui sont sensibles, vous avez la base de vos signatures de référence, c'est-à-dire les hachés qui sont calculés par rapport à vos fichiers confidentiels. Donc, le module d'accès aux fichiers, c'est quoi? C'est juste de mettre un ensemble de listes de droits d'accès au niveau de chaque fichier. Et chaque fois qu'il y a une tentative d'accès à ce fichier-là, on peut vérifier cette liste. Donc, auquel cas, s'il n'a pas le droit, il y a une alerte qui est détectée concernant cette tentative d'accès. Alors, vous avez le filtrage. Donc, on fait le filtrage sur la base des adresses IP qui sont interdites. Donc, vous avez la liste des règles de filtrage qui sont utilisées et on filtre par rapport à, dans cette machine, vous avez une carte réseau sans fil, donc ce qui existe un peu dans votre smartphone et vous avez une possibilité de le connecter en filaire. Donc, les deux possibilités sont prises en charge et elles sont vérifiées. Donc, ce qui nous a permis d'avoir un audit interne et des tests réguliers, je dirais l'évaluation des vulnérabilités et un contrôle permanent de l'intégrité des services en ligne et de détecter en temps réel. Donc, pourquoi? Parce que tout est lié à des tentatives d'accès. Dès qu'il y a une tentative d'accès, s'il y a un problème, automatiquement, on peut vérifier qu'il s'agit d'une tentative d'attaque. Alors, il est vrai que côté comportemental, le problème, c'est que vous n'avez pas une réponse sûre à 100%. Ça, c'est ce qui est connu en littérature sous le nom de ce qu'on appelle les faux positifs.
Ça veut dire quoi? Vous allez déclencher une alerte, alors que réellement, ce n'est pas une réelle attaque. Ça, c'est ce qui existe, par exemple, à un moment donné, vous avez un certain comportement et votre comportement change parce que d'habitude, vous n'avez pas l'habitude de faire telle ou telle chose. Maintenant, vous êtes, par exemple, vous attaquez un nouveau projet ou un nouveau module, etc., ce qui vous nécessite d'avoir de nouveaux outils, de nouvelles méthodes de travail que vous devez intégrer dans votre parcours. Et là, le système, dès que vous mettez ça, quelque chose qui est nouveau, automatiquement, il va déclarer une alerte. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'alerte de faux positif. Bien entendu, au départ, ça devient une alerte de faux positif, mais dès que vous allez l'utiliser plusieurs fois automatiquement, elle va faire partie de votre comportement et donc votre comportement sera mis à jour par la suite. Donc ça, c'est ce qui termine le cours justement de Firewall et IDS. Donc on se voit demain, Inch'Allah. Recording stop.